Ravie de vous rejoindre sur cette session que nous avons organisée cet après-midi, toujours en compagnie de nos deux experts. Donc, un petit rapide tour d'horizon. Alors, vous savez que la DAT, la déclaration d'accident du travail, est une procédure primordiale qu'il faut impérativement sécuriser pour maîtriser la sinistralité de votre organisation, les taux de cotisation et les risques encourus. Durant notre webinaire qui durera 30 minutes, nos experts vous livreront les clés pour sécuriser votre déclaration d'accident du travail. La présentation sera ensuite illustrée par des cas concrets. J'en profite pour vous indiquer que la présentation vous sera envoyée après le webinaire par email et que nous organisons un autre webinaire le jeudi 30 novembre de 10h à 10h30 au sujet de l'évolution des motifs de réserve. Vous aurez également par email la possibilité de vous inscrire à ce webinaire si vous êtes intéressé. Pour présenter ce webinaire, nous accueillons cet après-midi Daniela Margitican. Bonjour Daniela. Bonjour à tous. Vous êtes experte risque professionnel au sein d'EMIG. Et nous accueillons également Gilles Sedbon. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes médecin au sein d'EMIG également. Alors, petite précision, l'ensemble du contenu qui vous sera adressé cet après-midi s'adresse aussi bien aux entreprises privées qu'aux contractuels de la fonction publique. Je vous précise également que tout au long de la présentation, nous vous donnons la parole pour poser vos questions. Pour cela, vous aurez juste à utiliser la fenêtre de chat qui apparaît à droite de votre écran et nous y répondrons tout au long de ce webinaire. Nous démarrons tout de suite avec Daniela. Je vous laisse la parole. Merci. Donc en introduction, je vais vous parler des enjeux d'une bonne déclaration d'accident du travail. Ces enjeux sont de plusieurs ordres, donc financiers, juridiques, et des enjeux également liés à l'image de votre entreprise. Comme vous le savez sans doute, la prise en charge d'un accident du travail entraîne une hausse de votre taux de cotisation d'accident du travail et maladie professionnelle. Si c'est bien la caisse qui avance les frais pour indemniser le salarié, c'est au final l'employeur qui finance le coût de l'accident. Il est donc important pour l'employeur de s'assurer et de faire en sorte que le coût supporté l'est à juste titre. L'employeur a également des obligations, et notamment celle de déclarer tout fait accidentel porté à sa connaissance. À défaut de se conformer à cette obligation, il s'expose aussi bien à des sanctions financières qu'à des risques de contentieux. Enfin, la formulation des déclarations a une incidence sur les relations de l'entreprise avec les organismes sociaux et en interne avec les instances représentatives du personnel. Plus généralement, l'accidentologie et les pratiques de gestion des accidents du travail peuvent, lorsqu'elles sont relayées par les médias, être nuisibles à l'image de votre entreprise, de votre organisation. Donc, nous allons, encore en introduction, repartir de la définition de l'accident du travail. Et je laisse la parole à Gilles. Alors, merci Daniela. Nous avons voulu, en premier lieu, vous proposer ce webinaire sur la déclaration d'accident de travail, co-animé à la fois par une juriste et un médecin, en raison de la définition jurisprudentielle de l'accident de travail de 2003, qui montre que la problématique de prise en charge d'un accident de travail comporte à la fois un volet juridique et un autre médical. On voit que deux éléments sont essentiels pour caractériser un accident de travail. D'une part, un fait accidentel précis, qu'on appelle souvent le fait générateur, et d'autre part, une lésion corporelle. Autant le premier élément, le fait générateur, relève du champ d'investigation de l'employeur et sera déterminant au moment de rédiger la déclaration d'accident de travail, autant le second, la lésion corporelle, reste pour une très large part inconnue de l'employeur, car uniquement mentionné dans le certificat médical initial, voire les certificats médicaux de prolongation de l'accident de travail contemporain de cet accident. Ce contenu médical n'est évidemment pas systématiquement communiqué à l'employeur. La lésion corporelle est donc essentielle pour caractériser l'existence d'un accident de travail. Dans certains dossiers d'accident, cette lésion est difficile à percevoir. C'est le cas, par exemple, des dossiers qui n'évoquent que des douleurs. C'est également celui des agressions, des malaises ou des risques psychosociaux. Aujourd'hui, nous n'avons pas la prétention de vous proposer une véritable formation sur la déclaration d'accident de travail, compte tenu du format condensé dans le temps de ce webinaire. Mais nous allons en revanche vous rappeler quelques bonnes pratiques à adopter
concernant la rédaction de cette déclaration. L'émission de réserve fera quant à elle l'objet d'un prochain webinaire. Ce sera également l'occasion de répondre à vos questions d'ordre technique, juridique ou d'ordre médical. Nous allons maintenant évoquer avec vous 4 cas d'accident de travail correspondant à des dossiers réels qui nous ont été confiés. Ces cas, certainement, vous rappelleront des accidents survenus dans vos entreprises. Donc, nous abordons le premier cas où nous allons vous parler du cas d'une douleur survenue au temps et lieu du travail au salarié alors qu'il exerce son activité de façon habituelle. Il s'agit donc d'un conducteur de bus âgé de 51 ans qui dit avoir ressenti une douleur lombaire, c'est-à-dire une douleur dans le bas du dos, alors qu'il tournait le volant de son bus pour manœuvrer. Ici, l'identification d'un fait accidentel est moins évidente que lors d'une chute, d'une glissade ou d'un choc. Cet accident doit néanmoins être déclaré. À ce stade, en effet, l'employeur n'a pas à se faire juge du caractère professionnel ou non de l'événement qui lui est décrit. Nous avons un salarié qui déclare avoir ressenti une douleur au temps et au lieu du travail, qu'il entend rattacher à un geste qui lui-même est survenu au temps et au lieu du travail. Même si ce geste, a priori, ne présente pas de caractère traumatique ou de cause extérieure et qu'il consiste juste en une douleur, il est néanmoins rattaché, en tout cas au sens du salarié, à un événement au travail. Alors nous pouvons rappeler qu'une douleur n'est pas une lésion. Une douleur est une sensation pénible, désagréable, ressentie dans une partie du corps. Elle comporte évidemment une part de subjectivité avec des seuils de ressenti et d'intensité qui sont différents selon les individus. La douleur est donc un symptôme qui peut être soit en lien avec une lésion ou qui peut intervenir en dehors de toute lésion, ce qui dans ce cas devra conduire à rechercher un état préexistant indépendant du travail. D'autre part, une lésion est une modification anormale d'un tissu biologique. Nous ne ferons pas de liste exhaustive des lésions, mais nous pouvons citer par exemple les fractures, les entorses, les luxations, les déchirures musculaires, les plaies, les saignements, les brûlures, mais il y en a bien d'autres. Concernant les bonnes pratiques de déclaration sur ce type d'événements, il convient, comme nous venons de le dire, de déclarer l'accident du travail et d'assortir la déclaration d'un courrier de réserve. Ce courrier de réserve aura pour effet d'inciter et même d'obliger la caisse de procéder à une instruction, à une enquête du dossier d'accident du travail. Cela a toute son importance, notamment puisque dans le cadre d'une instruction, vous aurez en tant qu'employeur la possibilité de consulter les pièces du dossier constitué par la caisse. Et ce dossier comporte notamment les certificats médicaux, donc le certificat médical initial et les certificats suivants, qui seront descriptifs des lésions diagnostiquées et constatées par le médecin. Cela vous permettra à ce stade de vérifier si les lésions qui sont portées sur le certificat médical concordent avec les déclarations initiales du salarié. Nous pouvons peut-être apporter un petit éclairage sur le caractère descriptif des certificats médicaux. Vous savez que seul le volet 1 de l'alias d'accident de travail est descriptif, c'est-à-dire que ce volet comporte des éléments médicaux et vous pourrez les découvrir lors de la consultation des pièces. Nous passons donc au cas suivant, le cas numéro 2, qui consiste en une agression par un tiers. Donc, nous allons vous parler du cas d'un homme âgé de 36 ans, vendeur en rayon télévision d'une grande surface. Vous avez à l'écran la déclaration d'accident du travail qui a été formulée. Vous pourrez constater l'imprécision de la déclaration au niveau des circonstances. Celle-ci mentionne uniquement agression physique et morale. Dans les faits, ce vendeur a été insulté puis a reçu un coup de poing sur le visage par un client impatient et mécontent de son indisponibilité. À la lecture de la déclaration, on comprend qu'il s'agit d'une agression. Néanmoins, les circonstances décrites ne font pas état du fait que l'agresseur soit un tiers extérieur à l'entreprise. Il aurait très bien pu s'agir d'une altercation entre collègues d'ailleurs. L'implication d'un tiers à l'entreprise se déduit uniquement de la mention tiers
cochées au sein de la déclaration d'accident du travail. Concernant les bonnes pratiques à ce sujet, il convient d'être précis dans la déclaration en indiquant au niveau des circonstances de l'accident que le salarié a été victime d'une agression par un client et de préciser les circonstances dans lesquelles cette agression a eu lieu. Dans les faits, ici, l'agression a été physique. Le salarié a reçu un coup de poing sur le front. Mais elle a également été verbale, puisque l'agresseur lui a proféré des insultes. Pourtant, le salarié n'a signalé qu'une contusion douloureuse au niveau du front. Une contusion, c'est un choc. Il aurait été possible que des symptômes relevant de la sphère psychique soient signalés, par exemple un état de peur, d'anxiété, et ils auraient dû, dans ce cas, faire l'objet d'une retranscription sur la déclaration d'accident de travail. Par ailleurs, le constat médical tardif de symptômes psychiques, notamment une anxiété réactionnelle, devrait être considéré comme une lésion nouvelle et obligera la caisse à solliciter une nouvelle fois son service médical pour effectuer le rattachement de cette lésion à l'accident initial. Pour revenir sur la déclaration d'accident du travail, celle-ci prévoit une rubrique concernant les indications relatives aux tiers impliqués dans la survenance de l'accident. Cette rubrique doit évidemment être renseignée en précisant si un tiers est impliqué, mais également les coordonnées du tiers doivent y être mentionnées pour faciliter le travail de la caisse qui va chercher la responsabilité de ce tiers et la mise à sa charge des frais engagés pour l'indemnisation du salarié. Donc pensez à recueillir les informations relatives à l'identité du tiers lorsque celle-ci est connue auprès du salarié ou de tous les témoins de l'accident en question. Si possible, essayez également de recueillir les coordonnées de l'assureur du tiers. L'employeur pourra aussi signaler au salarié qu'il a la possibilité de faire un dépôt de plainte auprès d'une autorité judiciaire. Ça peut être la police ou la gendarmerie. On parle là d'une démarche pénale. Dans ce cas, il sera important de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie une copie du procès-verbal de ce dépôt de plainte. Donc, ce que nous retenons de ce cas, c'est qu'une rédaction approximative de la déclaration d'accident du travail, non seulement ne facilite pas le travail d'investigation de la caisse, mais en plus il nuit à l'action contentieuse ultérieure qui pourrait être engagée. Nous pouvons passer au cas suivant. Ce cas numéro 3 aborde à présent le cas d'un homme de 42 ans, plombier, qui est victime d'un malaise sur le lieu de travail en commençant sa journée. Alors qu'il se trouvait dans un ascenseur, il s'est effondré sans connaissance au sol, puis aurait convulsé. Il a été retrouvé au sol par un collègue dans la cabine d'ascenseur en arrivant à l'étage de destination. Durant la chute, la face arrière de sa tête aurait heurté la paroi de l'ascenseur. Le 18, qui est un numéro de secours, a été appelé. Et un peu plus tard, un équipage de pompiers est intervenu. Le salarié a ensuite été transporté aux urgences de l'hôpital le plus proche. Cette dernière information doit être notée sur la déclaration d'accident de travail. On peut se souvenir que le temps d'appel au service de secours, le 15 par exemple, mais aussi le 18 ou bien le 112, numéro international, avec la discussion qui est effectuée avec un régulateur, souvent un médecin, ainsi que le temps de la prise en charge par l'équipe de secouristes, de pompiers ou de SAMU, sont autant de moments où seront évoqués les antécédents du salarié ainsi que ses prises de traitement habituelles. Il s'agit donc ici d'une probable crise d'épilepsie survenue spontanément, sans aucun élément causal apparent. Il n'y a en effet pas eu d'effort, pas de stress ni de température anormale. On peut d'ores et déjà s'interroger sur l'existence d'un état antérieur caractérisé par une maladie épileptique ancienne et connue. Dans ce cas, l'antécédent d'épilepsie, par exemple une maladie connue depuis l'âge de 12 ans avec un traitement habituel, quotidien, a certainement été évoqué au moment de la régulation, lors de l'appel au 18 ou lors du recueil d'informations par l'équipe de pompiers qui s'est déplacée. Concernant les bonnes pratiques de déclaration, la connaissance d'un état préexistant pourrait permettre d'écarter le lien entre le malaise et le travail. Il faut donc s'intéresser à la chronologie d'apparition des premiers symptômes.
sont-ils intervenus au lieu et temps du travail ou plutôt au domicile du salarié le matin ou la veille? Sur le plan professionnel, il faudra s'attarder sur les conditions de travail et se demander, par exemple, si le salarié avait ou non commencé le travail au moment de l'apparition du malaise, si oui, depuis combien de temps il exerçait son activité. On peut également se demander s'il avait eu à fournir un effort particulier ou des efforts soutenus, s'il était exposé à des situations stressantes ou anxiogènes au travail, ou quelles étaient, de manière générale, les conditions et l'ambiance de travail dans lesquelles il exerçait son activité. Ce recueil d'informations va permettre de donner une information exhaustive à la caisse, et dans ce complément d'information, vous allez pouvoir expliquer en quoi le travail n'a pas joué de rôle aggravant ou favorisant la survenance du malaise. Donc ce cas illustre bien l'exemple d'un dossier dans lequel il est possible et même utile de recueillir un certain nombre d'informations, les porter dans le formulaire et de formuler des réserves qui permettront d'obtenir que la caisse procède à une instruction. Donc en cas d'état préexistant et en l'absence de fait accidentel, la caisse pourrait refuser de prendre en charge le malaise au titre de l'accident du travail. Encore faut-il démontrer, comme je viens de le dire, que le travail n'a joué aucun rôle aggravant. L'idée est de pouvoir le démontrer durant l'enquête, puisque une fois la décision de la caisse de prendre en charge l'accident intervenue, l'employeur dispose de beaucoup moins de moyens pour se faire entendre et d'un accès plus réduit aux pièces qui auraient été constituées par la caisse. Donc, dans un dossier tel que celui-ci, l'apport de l'analyse médicale permet également de comprendre la séquence qui a eu lieu ici. La crise d'épilepsie a certainement entraîné une perte de connaissance qui a précédé la chute avec un traumatisme crânien contre la paroi de l'ascenseur. Alors, pour information, un traumatisme crânien, c'est un choc accidentel sur le crâne et dans certains cas et selon son intensité, ainsi que son point d'impact, un traumatisme crânien peut être associé à une lésion cérébrale, à des lésions du visage, mais également à un traumatisme du cou, un traumatisme cervical. En cas de contentieux ultérieur, il s'agira de déterminer les soins et les arrêts de travail qui résultent de cet accident de travail et bien sûr d'écarter ce qui revient à l'état antérieur, c'est-à-dire à la maladie épileptique. Alors, on peut aussi vous préciser une certaine chose à propos du traumatisme crânien, de la perte de connaissance, en tout cas de cette séquence. Cette séquence est souvent très importante en cas de malaise, car nous n'avons pas les mêmes situations selon qu'un traumatisme crânien, choc sur le crâne, entraîne secondairement une perte de connaissance, ou bien qu'une perte de connaissance entraîne une chute au sol avec impact de la tête et un traumatisme crânien secondaire. Voilà pour ces précisions. On va donc passer au dernier cas que nous avons choisi de vous présenter. Il s'agit là d'un cas d'accident déclaré par un salarié avec un état pathologique antérieur, donc préexistant à l'accident. Donc c'est le cas d'une femme âgée de 55 ans, agent d'entretien, qui déclare avoir ressenti une douleur à l'épaule gauche en soulevant un aspirateur. Aucun témoin n'a assisté à la scène traumatique, mais une collègue a été immédiatement avisée. Celle-ci est donc mentionnée en première personne avisée au sein de la déclaration. Alors, le traumatisme semble mineur. Il faut reconnaître que malgré ce traumatisme mineur, si un témoin avait été présent, il aurait renforcé la matérialité de l'accident, ce qui n'est pas le cas ici. Et il s'agit précisément d'un cas inspiré par un dossier réel pour lequel l'employeur a immédiatement émis des réserves. En effet, 6 mois plus tôt, la salariée avait adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle du tableau 57 pour une tendinite de la coiffe des rotateurs à l'épaule gauche. Après instruction, cette salariée avait reçu de la part du service administratif une notification de refus de prise en charge au titre de la pathologie professionnelle. D'ailleurs, l'employeur avait vu revenir sa salariée au travail après un arrêt de presque 3 mois et également après l'émission d'un avis de la médecine du travail recommandant de ne pas porter des charges lourdes et de ne pas solliciter l'épaule gauche pour des mouvements en élévation ou nécessitant des tractions, des poussées ou des soulèvements. C'est donc
que cette salariée avait retrouvé le travail avec des séquelles encore présentes. Donc ici, la vigilance de l'employeur et sa sagacité lui ont permis de formuler des réserves pertinentes. Malgré cela, la caisse primaire a pris en charge l'accident du travail. L'employeur a pris ses dispositions pour entrer en phase contentieuse. Et la façon dont le dossier a été constitué et toutes ces précisions permettront évidemment de défendre de façon plus efficace ce dossier. De manière générale, ce cas nous donne des bonnes pratiques sur la recherche des éléments disponibles pour comprendre les antécédents du salarié. Ces éléments ou indices peuvent être notamment la déclaration d'un précédent accident avec une lésion de même nature et de même siège, un arrêt maladie ayant précédé l'accident ou encore des restrictions de la médecine du travail. Il peut être aussi utile d'interroger le hiérarchique direct pour avoir un certain nombre de précisions sur l'état du salarié. Le supérieur peut avoir eu connaissance d'une gêne au travail. Le salarié s'était peut-être plaint en amont de l'accident déclaré de douleur au même siège. L'entourage professionnel du salarié peut également avoir connaissance d'une blessure plus ancienne dont le salarié aurait été victime dans le cadre d'une activité sportive ou extra-professionnelle. Le recueil de ces éléments et leur transmission à la caisse lui permettra donc de procéder aux investigations nécessaires pour qualifier ou non l'accident du travail. Dans ce cas, si une lésion est mentionnée sur le certificat médical initial, il est fort probable qu'elle soit imputable à l'état antérieur, c'est-à-dire à la pathologie qui avait fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle quelques mois plus tôt. Il est même probable que cet accident de travail n'ait entraîné absolument aucune lésion propre. Ce qui est d'ailleurs troublant dans ce cas réel, c'est que de nombreux certificats d'arrêt de travail ont été motivés par la mention médicale, sur le volet 1 des certificats, contusion de l'épaule gauche. Or, nous l'avons dit, une contusion est un choc. Et ici, aucun choc n'a eu lieu si l'on en croit la déclaration de la salariée. Par la suite, on a pu découvrir qu'elle a été opérée pour une tendinite de la coiffe des rotateurs à l'épaule gauche, qui correspond à l'exacte lésion qui avait fait l'objet de la déclaration de maladie professionnelle quelques mois auparavant. De plus, le dossier ne semblait révéler aucune aggravation par rapport à l'état antérieur connu. Nous avons donc terminé sur ces 4 exemples. Merci Daniela et Gilles. On va vous proposer juste une petite question pour avoir votre avis après les différents éléments qui ont été présentés par Daniela et Gilles. Vous allez avoir une petite question qui s'affichera à votre écran. Nous vous invitons à y répondre dans les secondes qui suivent et nous les commenterons très rapidement. Donc la question est, avez-vous connaissance de l'ensemble des risques liés à la déclaration d'accident du travail avant que Daniela et Gilles ne présentent ces informations? Donc, on attend que progressivement tout le monde réponde. Ça arrive. Parfait, vous avez tous voté normalement, donc un peu plus de 70% des auditeurs avaient connaissance de l'ensemble des risques liés à la DAT et un petit peu moins de 30% n'en avaient pas connaissance. Alors, nous vous remercions d'avoir participé et répondu à cette petite question et nous allons nous-mêmes passer aux réponses que nous pouvons apporter sur les questions que vous avez posées sur la plateforme. Donc, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais nous le ferons ultérieurement. En revanche, nous allons donc commencer par une question qui nous a été posée, notamment sur la possibilité de déclarer des accidents au registre d'accidents bénins. Alors, avant de répondre à cette question, juste rappelons ce qu'est le registre d'accidents bénins. C'est un document officiel qui est fourni par la CARSAT en contrepartie de certaines obligations qui sont remplies par l'employeur. Donc, ce registre est, comme je viens de le dire, un document officiel et doit être distingué des registres qui sont tenus de façon libre à l'initiative de l'employeur. Donc, le véritable registre d'accidents bénins, document officiel, est utilisé pour consigner des accidents, donc bénins, et là, la condition est que ces accidents n'aient fait l'objet ni de soins, ni d'arrêt de travail
externes à l'entreprise. Donc, vous pouvez consigner les accidents donc, qui présentent un caractère bénin et qui n'ont pas nécessité pour le salarié de consultation externe. Dès lors que l'état du salarié nécessite ultérieurement la consultation d'un médecin ou des soins externes, l'obligation de déclaration revient à votre charge et vous devez procéder à la déclaration de l'accident que vous aviez préalablement consigné au registre. Voilà. J'espère avoir répondu à la question qui a été posée. Nous en avons une seconde. Alors, je vous fais part de la question. Donc, comment gérer un salarié déclarant un traumatisme psychologique suite à une agression sans violence physique, sachant que par conséquent, il n'y a pas de lésion visible. Là, je pense qu'on va donner chacun notre point de vue et j'espère qu'on sera d'accord avec Gilles. Alors, sur le plan de l'obligation de déclaration, comme je le disais tout à l'heure, dès lors qu'il y a un événement survenu au temps et lieu du travail et qui génère, en tout cas au sens du salarié, une lésion quelle qu'elle soit, et qu'il vous en fait part, vous devez procéder à la déclaration pour être conforme à votre obligation réglementaire. Le fait donc de déclarer est une obligation, mais ne vous prive pas de la possibilité d'émettre évidemment les réserves en complément de votre déclaration. La jurisprudence admet que les lésions qui résultent d'un accident au travail puissent être d'ordre psychique et pas seulement physique. Donc les lésions psychiques sont tout à fait admises pour la qualification d'un accident du travail. Et d'ailleurs, pour que l'accident soit instruit par la caisse primaire et qu'il donne lieu à une prise en charge, la caisse primaire devra être destinataire donc, de votre déclaration d'accident, mais elle sera également destinataire du certificat médical établi par le médecin. Donc là, la lésion, bien que non visible au départ, sera diagnostiquée par un médecin, ce qui la rendra avérée. Donc, en synthèse, il convient de procéder à une déclaration des lésions psychiques survenues lors d'une agression, même verbale, au travail. Nous pouvons peut-être aussi distinguer les caractéristiques de l'agression. Est-ce qu'il s'agit, puisqu'il n'y a pas eu d'agression physique, mais plutôt d'une agression verbale, est-ce qu'il s'agit d'insultes, de menaces de mort ou d'incivilités? Il faut quand même préciser que les incivilités qui sont constituées par les manques de politesse, de courtoisie, ne sont pas considérées comme des faits accidentels. Il faut donc le mentionner le type d'agression qui est relaté sur la déclaration d'accident de travail. Effectivement, l'analyse médicale tardive faite à partir des certificats médicaux disponibles permettra aussi de distinguer si nous sommes en présence de symptômes psychologiques réactionnels imputables à l'agression ou s'il existe des interférences liées à un état antérieur d'anxiété, de dépression, de cicatrices d'événements psychologiques anciens. Voilà ce que je pouvais rajouter. Voilà. Donc, on a répondu à ces deux questions. Il y en a d'autres et on prendra le temps ultérieurement d'y répondre, bien évidemment, puisqu'elles sont toutes notées. On reviendra vers vous et on vous remercie de votre écoute et on espère vous avoir apporté des éléments de réponse. Merci Daniela et Gilles pour cette présentation. Comme indiqué en début de webinaire, nous vous enverrons cet après-midi la présentation. Et nous vous proposerons également de participer à notre prochain webinaire sur l'évolution des motifs de réserve qui se tiendra le jeudi 30 novembre de 10h à 10h30. Nous espérons vous compter parmi nous et très nombreux. Nous espérons, ce ne sera pas le cas, mais nous n'aurons pas de problème technique la semaine prochaine. Nous vous souhaitons une excellente fin d'après-midi et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir.